Bonjour à tous, donc bienvenue sur la Coegea. Merci Jean-Michel de nous rejoindre. Jean-Michel Matonnière est historien des compagnonnages et spécialiste reconnu des terres de pierre. Il consacre depuis plus de 30 ans ses recherches à l'art du trait, à la géométrie et aux symboles qui structuraient les savoirs des bâtisseurs médiévaux. Et on va commencer tout de suite par l'interview de Jean-Michel. Alors Jean-Michel, je voulais d'abord te poser une première question. Qu'est-ce qui t'a conduit vers les compagnons du devoir? Alors ça a commencé très jeune. D'une part, bon, je suis originaire de la frontière entre Bourbonnais et Berry, donc une zone rurale où il y avait encore, à l'époque de ma lointaine naissance, en tout cas, il y avait encore pas mal de compagnons, et notamment donc à côté de chez mes grands-parents, il y avait un compagnon maréchal Ferrand. Et donc dès l'âge de 7 8 ans, j'ai su ce qu'était le compagnonnage, parce que non seulement la forge, évidemment, m'attirait, comme tous les enfants, mais en plus les deux joints d'or, les deux anneaux d'oreille en or de ce personnage me fascinaient. Donc j'ai posé la question. Donc très tôt, j'ai su que ça existait. Mon père avait été tonnelier dans sa jeunesse. Il avait fait son apprentissage avec un compagnon tonnelier foudrier du devoir de liberté, pour lequel il avait une profonde admiration. Donc j'ai baigné dans ce monde-là assez jeune, en n'ayant pas de contact plus direct que ça, mais au moins je savais que ça existait. Très intéressant. Alors, en fait, ton premier contact, c'est vraiment avec la forge. Est-ce qu'il y a un chantier particulier qui t'a marqué? Alors, plus tard, donc professionnel, après je dirais les habituels ou trop fréquents euh, ratages d'orientation de l'éducation nationale, je me suis retrouvé, comme j'avais un goût immodéré pour le dessin, je me suis retrouvé à faire donc un CAP de dessinateur en bâtiment et j'ai tout de suite intégré le service des bâtiments de France de l'Indre et donc j'avais même pas 18 ans et là je me suis retrouvé donc plus ou moins chargé de la surveillance d'un chantier qui était la restauration du couvent des Cordeliers en plein cœur de Châteauroux. Et là, ça m'a assez marqué parce que j'ai pu voir d'une part le travail archéologique préliminaire et puis l'évolution du chantier pendant les 3 années à peine où je suis resté dans ce service. Mhm. Super intéressant. Et au début, tu me disais que t'as commencé en architecture ou c'est en Oui, oui, dessin? oui. Ouais, Donc, c'est ça. en dessin bâtiment, et Mhm. puis en fait, j'ai été amené donc à être recruté très très tôt par le service des bâtiments de France de Châteauroux, qui venait de se créer et qui cherchait quelqu'un qui soit et dessinateur et passionné d'histoire. Donc j'étais passionné d'histoire, ce qui fait que bon bah j'ai pu faire ça et très vite finalement je me suis retrouvé dans un poste de dessinateur commis d'architecte, collaborateur d'architecte. Donc, avec déjà un intérêt très fort pour l'architecture en tant que système, pas seulement de construction, mais également tout ce qui est l'arrière-plan symbolique et Mhm. l'arrière-plan intellectuel de l'architecture. Très intéressant. Alors, tu sembles animé d'un amour du geste autant que de la pensée. Qu'est-ce qui te touche le plus dans cet équilibre? Ah, Vaste question. oui, je dirais que c'est vraiment là, c'est du domaine de l'intime, c'est-à-dire que Mhm. euh, vraiment dès l'enfance, j'ai toujours été fasciné par le travail manuel, avec cette chance donc de naître dans une famille où il était à l'honneur. Donc, je me retrouve finalement spécialiste des compagnonnages de tailleurs de pierre, mais j'ai grandi dans le copeau. Avec un grand-père sabotier et fendeur, scieur de bois, un père tonnelier à l'origine. Donc, j'ai toujours eu cette fascination pour le travail de la main qui me permettait de libérer quelque part la pensée. Et ça D'accord. continue. Je dirais qu'aujourd'hui, on m'imagine volontiers comme une espèce d'intellectuel toujours fourré dans les musées, dans les bibliothèques, comme celle qu'on voit derrière moi. Mais en réalité, dans mes grands plaisirs, il y a le travail des mains, il y a le Mhm. rapport avec la nature. Très intéressant. Alors, à quel moment as-tu compris que le compagnonnage portait une dimension symbolique bien plus profonde qu'une simple tradition artisanale? Alors, pratiquement tout de suite, parce que au moment donc de mon passage par les bâtiments de France, j'ai été amené à côtoyer des compagnons de différentes sociétés, de différents métiers, et euh,
pas tous, justement, mais une partie d'entre eux m'a tout de suite pointé l'importance de la spiritualité, l'importance de la symbolique, l'importance de cette dimension-là, euh, avec des degrés divers. On va en parler ensuite. C'est ce qui m'a amené à m'intéresser plus profondément à la dimension historique aussi du Hum, 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 hum. compagnonnage. Très intéressant. Donc alors, dans tes recherches, as-tu trouvé des filiations précises entre le compagnonnage, la franc-maçonnerie et les anciens cultes des métiers médiévaux? Alors, extrêmement peu. Je dirais que c'était évidemment une de mes motivations de départ. Comme en plus j'avais, à 20 ans, j'avais lu tout Guénon, toute Hum, cette littérature, plutôt le dessus du panier de hum, la littérature ésotérique hum, consacrée à hum, ces sujets. Donc j'avais cet idéal donc, d'origine commune. Et dans la réalité, au fur et à hum, mesure donc, que je développais une méthodologie plus historique, je me suis rendu compte que tout ça était vraiment très fragmenté, hum, qu'on a sans cesse redigéré, fabriqué de la tradition. Donc en fait, dans certains cas, bah, là justement, donc dans le cas des compagnonnages germaniques, on a la preuve documentaire d'une continuité depuis l'époque des cathédrales, depuis les loges des bâtisseurs de cathédrales. Euh, Ça, on a ce lien compagnonnage, tradition des bâtisseurs de cathédrales. En revanche, pour ce qui concerne la franc-maçonnerie, ben, on sait que ça reste le sujet d'un vaste débat. hum, Quelle est la réalité concrète de ce lien? Alors, il existe quelque part, parce que de toute façon, la revendication de cette continuité avec les loges de tailleurs de pierre, parce que maçon, c'est tailleur de pierre au sens ancien du terme, et elle est, même si elle n'est quelque part qu'idéale, elle est réelle. On touche là au patrimoine immatériel. Mais dans la réalité, on sait qu'il y a quand même un certain nombre de liens, mais on n'arrive pas à correctement les situer. Il y a un autre aspect, donc c'est là que la méthodologie historique nous éclaire, c'est que il faudrait bien se garder, dans tous les cas, de faire un amalgame entre les loges maçonniques opératives britanniques et puis les compagnonnages français, et puis par exemple les compagnonnages germaniques. Tout ça existe, tout ça présente comment dire, un substrat de symboles, de rites qu'on peut estimer communs, mais nous n'avons pas, j'insiste là-dessus, aujourd'hui, la moindre preuve documentaire hum, 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 d'une sorte de continuité, de globalité de tout ça. hum, Elle hum. reste à trouver. Je ne l'exclus pas, mais en tous les cas, bon, je dis souvent dans mes conférences, euh, il faut jamais oublier que voilà, le charpentier, son matériau, c'est le bois. Le tailleur de pierre, c'est la pierre. Eh bien, l'historien, son matériau, ce sont les archives. Sans archives, c'est un romancier, c'est un très beau métier également, que j'admire beaucoup, mais il nous faut des archives, il nous faut des éléments documentaires. Un raisonnement, aussi brillant soit-il, ne peut pas tenir lieu de document. Mm, mm. Non, mais c'est très intéressant. Parce que dans les thèmes qu'on aborde, on voit à quel point certaines idées peuvent être séduisantes, Ah, complètement, même si elles sont pas complètement. juste historiques. Mais Oui, c'est vrai qu'il y a des idées qu'on a oui. envie de Oui, saisir, quoi. oui. C'est, Et c'est- dans la sphère, on va dire, maçonnico-ésotérique, que souvent je moque en disant maçonnico-zozotérique, c'est-à-dire de l'ésotérisme pour les zozos, eh bien, on a tendance à prendre les vessies pour des lanternes, c'est-à-dire à prendre des raisonnements qui sont quelquefois brillantissimes. C'est le cas de Guénon. Guénon est brillant, mais historiquement, ça ne tient pas la route. C'est tout. bah, c'est Et vrai chose assez grave, c'est pour ça que je me bagarre un petit peu par moment, j'ai le sentiment d'être un peu Don Quirotte. Mais il faut absolument tourner le dos à ce mode de pensée parce que l'énergie que l'on passe à chercher ces racines qui probablement n'existent pas, en tous les cas sous la forme qu'on imagine, c'est autant d'inattention que l'on a à la documentation réelle. Je dis que l'urgence, c'est de trouver des documents. Ce n'est pas de bâtir des grilles de mm, lecture éblouissantes. non, très intéressant. Alors, on va passer un petit peu plus sur l'aspect, on va revenir un peu sur les outils, les Oui, bâtisseurs, on va passer là-dessus. oui. Alors, que t'enseignent les outils, les tracés, les gestes sur la manière dont l'homme se construit lui-même? Ah, vaste question Vaste également. débat. Oui, oui, vraiment. Bon, Euh,
Je dirais que j'ai la chance quelque part d'en avoir une expérience personnelle, je reste avant tout un intellectuel, mais j'ai quand même la chance d'avoir ces bases manuelles et d'avoir pu constater combien la pratique du geste, la pratique du métier, si elle est alliée à une quête intellectuelle, une quête spirituelle au sens propre du terme, elle nous amène à réfléchir différemment. Et Mm. on se rend bien compte que certains matériaux, certains types de travail sur la matière, comme un miroir, donc spéculatif dans le bon sens du terme, ça conduit notre réflexion vers un perfectionnement, vers la recherche d'un absolu, vers tous ces éléments qui tendent à nous élever. Mm. Bon, par ailleurs, et c'est pour ça que je me suis aussi beaucoup intéressé à la géométrie, ce n'est pas seulement parce que j'ai ce premier métier de dessinateur en bâtiment, c'est que la géométrie a une capacité abstractive qui conduit la pensée, qui nous évite de nous égarer dans dans ces rêveries mystico, Mm. quelquefois fumeuses, il faut le dire comme c'est. J'ai eu, j'ai eu 18 ans, j'ai eu 20 ans, j'ai beaucoup rêvé dans ma jeunesse, j'ai été un adolescent assez romantique et tardif, mais bon, entre-temps, Ouais, comme je le dis souvent, j'ai un peu grandi. Pas ouais, beaucoup. ouais, c'est Je ça. suis un petit bonhomme qui ne mesure qu'un mètre 63, mais j'ai quand même un peu grandi. Ça marche, pas de souci. Alors, souvent, on va voir, tu sais, dans certains textes, ou même en franc-maçonnerie, j'imagine, Hmm. qu'il y a une forme que les bâtisseurs du passé cherchaient un peu à s'édifier eux-mêmes, à bâtir leur temple intérieur. Est-ce que ça, c'est quelque chose qu'on retrouve dans les textes ou c'est une construction? C'est une construction. Moi, je n'ai jamais retrouvé dans les textes. En revanche, je cite souvent comme élément quand même tangible à l'existence de cette dimension dans le fameux petit carnet de Villard de Héricourt, Mm. donc du XIIIe siècle. Il y a ce dessin qui, moi, m'a toujours frappé, où on voit quatre tailleurs de pierre sous Mm. forme de svastika qui Mm. sont en train de se tailler mutuellement les pieds. Mm. Ça insiste sur deux choses. D'une part, effectivement, ce travail sur la matière est également un travail sur soi-même. Et d'autre part, et ça c'est extrêmement important parce qu'on a là une clé de voûte, littéralement, et des compagnonnages et des loges maçonniques opératives, c'est un travail collectif, à Mm. la fois individuel, mais exécuté collectivement. Et ça, c'est extrêmement important parce que ça n'est pas une rêverie personnelle, c'est Mm. vraiment Mm. quelque Mm. chose où on s'apporte les uns les autres et on travaille sur soi, mais mutuellement. Intéressant. Alors, quelle place tient la géométrie dans la pensée compagnonique? Est-ce qu'elle est une simple technique ou une voie d'élévation? Alors, c'est là que je dis toujours, oui, conjuguons compagnonnage au pluriel. Ah oui, c'est vrai. Parce que on ne peut pas Mm. Mm. comparer comme ça, d'un seul coup, des métiers qui sont très Mm. différents, Mm. et sans faire une quelconque hiérarchie, il faut quand même reconnaître que on ne peut pas comparer les préoccupations, et d'autant plus les préoccupations d'ordre symbolique, spirituel, des compagnons, charpentiers, tailleurs de pierre, enfin des bâtisseurs, avec, par exemple, ce qui a fait quand même la grande force des compagnonnages en France dans les siècles passés, les compagnons tanneurs, chapeliers, enfin tout un tas de métiers qui sont certes des métiers importants, essentiels à la vie en communauté, mais qui n'ont pas cette dimension constructive. Mm. 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 Donc, dans les compagnonnages des bâtisseurs, et a fortiori ceux qui utilisent la géométrie pour tracer les édifices, tracer les éléments qui vont constituer ensuite donc ces cathédrales, alors, le mot est abusif, ces ponts, ces châteaux, enfin toutes ces constructions, eh bien la géométrie occupe un rôle considérable qui est à la fois technique, évidemment, et qui se retrouve forcément spirituel, quand bien même l'artisan n'en a pas forcément conscience. C'est-à-dire que là aussi, il faut se détacher d'une idée reçue qui voudrait qu'en quelque sorte, tous les compagnons soient au même degré de conscience spirituelle de cette quête initiatique. Non, il est bien évident que on est là dans la réalité et que on n'a pas besoin
que tout le monde soit au même niveau de conscience. Et tout le monde ne peut pas parvenir non plus au même niveau de conscience parce que, bon, on le vit tous personnellement. Nous avons des limitations qui sont liées à notre éducation, à notre réseau social, notre milieu social. Quand bien même on pourrait avoir envie d'atteindre les sommets de l'esprit, quelquefois on ne le peut pas. Très intéressant. Est-ce que tu penses que tu pourrais nous faire, alors pas un résumé, mais nous parler un peu de l'origine du compagnonnage et Ah, oui. faire un petit précis un peu là-dessus? Alors, C'est justement, bon, d'un point de vue c'est- strictement c'est historique, une on question va. ouverte, hein. Oui, oui, c'est une question ouverte. Donc, d'un point de vue strictement historique, là aussi, il faut rappeler que nous n'avons pas, pour ce qui est de la France, je Ouais. dis bien à chaque fois, il faut contextualiser. Pour ce qui est de la France, nous n'avons pas d'éléments documentaires qui nous permettent vraiment d'affirmer l'existence des compagnonnages, quels qu'ils soient, avant, on va dire, le XVIe siècle. Et puis encore, bon, les éléments documentaires que l'on a pour le XVIe siècle sont extrêmement minces, concernent davantage des usages d'artisans qu'on va s'accorder par la suite à reconnaître comme étant compagnoniques, mais on n'a pas en tous les cas la trace très nette de société compagnonique organisée. Il faut attendre le XVIIe siècle pour ça. Donc il faut attendre en fait deux choses. D'une part, on a un texte qui est fondamental, qui est la résolution des docteurs de la Sorbonne publiée en 1655, qui contient un certain nombre de pratiques qui sont jugées, j'ouvre les guillemets, impies, sacrilèges et superstitieuses dans quelques métiers, mais qui ne sont pas les métiers, les grands métiers justement des charpentiers, des bâtisseurs de cathédrales, sont des métiers de tailleurs d'habits, de chapeliers, etc. Et là, on voit nos docteurs de la Sorbonne donc condamner les rites initiatiques de réception. J'y reviendrai peut-être ensuite. Donc ça, c'est une chose. Un autre élément documentaire, c'est qu'à partir du XVIIe siècle, on a notamment des traces de passage, des marques de passage de compagnons tailleurs de pierre, tout spécialement, par exemple à Saint-Gilles, dans la vis, dans l'escalier à vis de l'ancienne abbatiale de Saint-Gilles-du-Gard, on a des éléments où on voit le compas, la règle, l'équerre, on voit des symboles, on voit des noms de compagnons tailleurs de pierre qui sont très caractéristiques, c'est-à-dire des noms compagnoniques, et des dates. Donc on voit bien qu'il existe de manière certaine à partir, donc pareil, des années 1630, 1650, des usages. Et puis, on voit également, et ça c'est un domaine dont on parle assez peu et qui constitue aujourd'hui un axe important de mes recherches, on voit dans la comptabilité des chantiers apparaître également ces noms de compagnons tailleurs de pierre. Et ça, c'est très important parce que ça permet de voir qu'il existe une structure, ça permet de voir qu'il voyage avec, bon, on a des difficultés parce qu'il nous manque souvent la pierre de Rosette en quelque sorte. C'est-à-dire qu'on a des noms compagnoniques, mais rarement des noms d'état civil. Donc, quelquefois, il est extrêmement difficile de savoir si c'est le même individu qui a travaillé sur tel chantier en 1650 et qu'on retrouve 10 ans plus tard sur un autre chantier à des centaines de kilomètres de là. On n'a pas la certitude absolue parce que ces noms compagnoniques chez les tailleurs de pierre sont souvent utilisés non pas par un seul individu, mais par deux, voire par trois, voire par quatre. Je cite là aussi toujours comme exemple un compagnon que j'ai beaucoup étudié, que j'ai réussi donc à assez bien cerner parce qu'on a des éléments biographiques. C'est plus tardif, c'est Jean-Paul Douliot, donc un compagnon passant tailleur de pierre d'Avignon, qui est né à Avignon en 1788 et qui va y mourir en 1834. Et donc son nom de compagnon, tailleur de pierre, c'est La Pensée d'Avignon. Chez les tailleurs de pierre, on a toujours le nom de la ville d'origine, aussi petite soit-elle, qui permet qui est accolé à une vertu. Donc la pensée, ça veut dire que quelque part, justement, c'est un intellectuel du compagnonnage et effectivement, il écrira plusieurs livres sur la coupe des pierres, sur la charpente, sur la stabilité des édifices. Eh bien, je l'ai recherché dans les archives des compagnons passants tailleurs de pierre d'Avignon. C'est un petit peu la raison qui m'a amené à résider dans cette belle ville. Et j'ai trouvé plusieurs La Pensée d'Avignon. J'en ai trouvé jusqu'à trois présents à Avignon à peu près à la même période. Et aucun des trois
né Jean-Paul Douliot parce que précisément, il n'était pas à Avignon, on le sait, à cette date-là. Donc ça veut dire qu'il y avait à la même période 4 compagnons qui portaient ce même surnom compagnonique. Enfin, pour les compagnons, c'est pas un surnom, c'est un véritable nom, c'est une véritable identité. Donc, euh, on a toujours cette difficulté au niveau donc de l'histoire ancienne à aller au-delà. Alors, je reviens justement sur cette question de contextualisation, parce que donc, comme je l'ai souligné tout à l'heure, si pour la France, on manque d'archives, pour X raisons, c'est encore un autre débat, eh bien, pour l'Allemagne, on sait par exemple que ces compagnons tailleurs de pierre remontent de manière assez indiscutable jusqu'au XIIIe siècle. On a de manière continue un certain nombre d'archives. On a par exemple ce premier grand statut du compagnonnage des tailleurs de pierre qu'on appelle les statuts de Ratisbonne, qui ont été donc mis par écrit en 1459 et qui prend la succession de statuts un peu plus anciens, un peu plus débridés, et qui va donner lieu ensuite à des adaptations, pardon, à Strasbourg en 1563, si ma mémoire est bonne. On a cette série continue d'archives. Alors qu'en France, on a tout au plus de temps en temps un bout de document, un indice. Et on se retrouve souvent tenté de faire, je me rappelle plus le nom de ce jeu, quand on était gamin, donc avec des points qu'on reliait pour faire un dessin, quoi. Mm, mm, Mais on peut les relier quelquefois de plusieurs manières. mm. Et ce que les archives, quand on les trouve, nous apprennent, c'est que ce qu'on imaginait, quelquefois brillamment, comme étant des règles absolues du compagnonnage de tel métier à telle époque, eh bien non, quand on finit par trouver des documents, ça nous apprend autre chose. C'est quelque chose qui m'est arrivé des dizaines de fois avec mes très chers compagnons tailleurs de pierre, dont au fur et à mesure que je retrouve des archives, on se rend compte que la vérité n'est pas conforme à l'imagination qu'on en avait. Très intéressant. Et tu penses que ce manque d'archives, il serait dû à quoi? Alors, il est dû à plusieurs raisons, mais on va lister les plus importantes. Bon, d'une part, de manière générale, on sait qu'en France, à cause non seulement de la Révolution, mais des guerres de religion, d'un certain nombre de guerres et d'événements extérieurs, il y a beaucoup d'archives qui ont disparu. Euh, la dernière guerre, avec les bombardements, a été également la cause de disparition d'archives, dont par exemple les archives de la construction de la cathédrale d'Orléans. Ça, c'est un dossier qui se retrouve au cœur d'un certain nombre de légendes compagnoniques, et c'est bien dommage que ces archives aient disparu. On en a quand même quelques traces, mais ça a disparu. L'autre aspect, c'est que selon les métiers, les compagnons n'ont pas toujours pris grand soin de leurs archives et n'en ont pas non plus nécessairement produit des quantités. Alors on dit souvent que les compagnons, les artisans d'autrefois ne savaient pas lire, ne savaient pas écrire, ce qui est totalement faux dans le cas des tailleurs de pierre et des charpentiers, par exemple. La plupart d'entre eux au XVIIe, XVIIIe siècle, on en a des attestations documentaires très nettes, savaient lire et écrire et ils ne s'en privaient pas. Ils échangeaient énormément de correspondances. Mais précisément, ces archives-là n'étaient pas forcément conservées. C'est-à-dire que autant, par exemple, les livres de règles étaient conservés, donc les règles de conduite, les règles pour l'initiation, mais à côté de ça, par exemple, toute cette correspondance qui était très abondante n'était pas conservée parce que la période de compagnonnage, à l'époque, ne durait que le temps du Tour de France, qui était de 4 à 5 ans, pas plus, c'est-à-dire qui était inférieur à aujourd'hui, même s'il se déplaçait à pied. Et euh, il n'avait pas de siège permanent. Il louait des chambres dans les auberges. Il fallait que toutes leurs archives puissent tenir dans une simple petite caisse facilement transportable et facile à dissimuler lorsqu'il y avait des périodes de persécution policière. Ça aussi, on sait que ça a été assez fréquent parce que le patronat de l'époque ne voyait pas d'un bon œil de compagnonnage. C'était quelque chose qui venait contester leur pouvoir. Donc,
on a la trace de ces perquisitions, on a la trace quelquefois que justement, quand il y avait perquisition, les archives compagnonniques étaient saisies, et le plus souvent, donc justement, elles étaient rendues, parce que finalement, les autorités civiles ne voyaient pas forcément d'un mauvais œil ces ouvriers qui allaient de ville en ville. Et en fait, les compagnons avaient pris l'habitude, on a également la trace documentée de ça, une fois par an, souvent à l'époque de la Toussaint, de se réunir lors de leur assemblée mensuelle et de poser la question à tous les compagnons présents, qu'est-ce qu'on garde, qu'est-ce qu'on détruit, parce qu'on n'a pas la place de tout détruire. On a ce récit pour les tailleurs de pierre, par exemple, où on relit les courriers qui, pour l'essentiel, sont des courriers disant bah, il y a de l'embauche à tel endroit ou bah, tel compagnon est décédé dans telle ville. Si vous connaissez sa famille, prévenez-la, etc. On relisait tout ça, on le brûlait au cours d'une sorte de rite et les compagnons buvaient les cendres de tous ces courriers mélangés à du vin pour garder en eux la mémoire de tout ça. Il y avait quand même justement un respect immense de l'écrit, de la parole écrite. Donc, de fait, on a peu d'archives. À Avignon, par exemple, où on a eu la chance, avec Laurent Bassard, l'ancien directeur du musée du compagnonnage de Tours, de retrouver, donc, au milieu des années 90, les archives des compagnons passant tailleurs de pierre d'Avignon, qui s'étaient retrouvés aux archives départementales parce que, bon, bah, il y a un moment donné, le coffre, les renfermants avaient été donnés, enfin, il était entre les mains d'une famille qui a revendu le coffre vide à un brocanteur et a mis une partie des papiers qu'il contenait en dépôt aux archives. Eh bien, on voit bien dans un courrier que justement les compagnons au milieu du 19e siècle se plaignent aux autres villes sièges des compagnons passant tailleurs de pierre du fait que leurs archives gisent dans un coin, abandonnées à la poussière, aux injures du temps, etc. Moi, il m'est arrivé de retrouver des éléments compagnonniques qui étaient mangés par des souris, c'est quasi indéchiffrable, qui avaient souffert de l'humidité. Un de mes terrains de chasse m'a ramené comme ça, il y a quelques années, des plans, des épures de compagnons tailleurs de pierre, passant encore une fois, donc d'Avignon, qui ont été retrouvés il y a une quinzaine d'années dans une poubelle à Marseille. Bon, le terrain de chasse de l'historien, c'est aussi les poubelles. Moi, je fais régulièrement les poubelles. Non, c'est On très y trouve des intéressant. choses merveilleuses. Ah, c'est un peu comme en Voilà. archéologie, tu sais. Ah bah c'est exactement, non mais voilà, c'est pareil. Rien n'est négligeable parce que tout à qui sait fouiller méthodiquement, en respectant les couches chronologiques, tout a fait sens d'une manière ou d'une autre, même si ce sens n'est pas noble, il est révélateur de la vie quotidienne de nos ancêtres. Non, mais c'est très intéressant. Alors, parfois, on parle, parfois ou on parle souvent de secret compagnonique. Ah, Est-ce que c'est un secret de fabrication? Est-ce que c'est un secret initiatique? Ou une manière d'apprendre et à voir autrement? Qu'est-ce que c'est que cette histoire de secret? alors, là, aucun des trois à l'heure actuelle, à mon sens. Par le passé, c'était surtout lié à un bon, problème des secrets de fabrication. Hmm. Par exemple, bah, ces fameux statuts de Ratisbonne, des compagnons tailleurs de pierre germaniques, disent précisément qu'il est interdit aux membres de montrer les secrets de l'épure de base, donc les Hmm. secrets de la géométrie compagnonique, à ceux qui ne sont pas membres de la confrérie. Donc, il y a effectivement un secret de fabrique qui est d'ordre économique parce que il est important de garder la maîtrise du marché de l'emploi, du travail, etc. Euh, le côté initiatique, ça s'est développé, au, je dirais, essentiellement au XIXe siècle par les interférences qui ont eu lieu à cette époque, qui ont été extrêmement nombreuses entre les compagnonnages et puis la franc-maçonnerie en France. Hmm. Parce que bah, beaucoup d'artisans, pour différentes raisons, qui n'ont rien d'initiatique d'ailleurs pour l'essentiel, pouvaient être également membres de la franc-maçonnerie ou sont allés chercher dans les publications maçonniques, parce qu'on sait que
euh, dès le milieu du XVIIIe siècle, la franc-maçonnerie a manqué de discrétion par rapport à ces rituels. On les trouvait régulièrement publiés et donc accessibles en librairie, ne serait-ce que par le biais du marché d'occasion. Et encore une fois, nos compagnons savaient lire. Et donc, ils sont allés puiser dedans des récits Hum, bien plus fascinants que les leurs. On voit tout au long du XIXe siècle les rites compagnoniques euh, comme être pollué, il n'y a pas d'autre terme, ça n'a pas qu'un sens négatif, mais être pollué par les légendes maçonniques, hum, par la surritualisation que la franc-maçonnerie continue à entretenir d'ailleurs aujourd'hui. hum, Donc, les compagnons avaient besoin d'enrichir leurs rites, de les rendre vis-à-vis des jeunes hommes encore plus hum, attractifs, encore plus fascinants. Donc, ça, c'est le secret initiatique, à ce moment-là, prend une grande importance. Apprendre à voir autrement, hum. là, je pense que c'est surtout ça fait partie des grilles de Ouais. lecture moderne. Nous sommes tellement détachés de ces sociétés anciennes que on leur trouve toutes les vertus, ce qui est bien d'un certain point de vue, mais on revient toujours à cette problématique. Hum, On n'est pas dans la voie de la vérité. Alors, je pense qu'en plus, aujourd'hui, on cultive justement ce côté secret parce que un des grands reproches, soyons clairs là-dessus, un des grands reproches que l'on peut adresser au milieu compagnonique, encore une fois au pluriel, c'est le côté communautariste qui ne fait que se renforcer à l'heure actuelle, hein. Depuis une vingtaine d'années, il est de plus en plus présent et donc on a tendance à dire, de toute façon, vous ne pouvez pas comprendre si vous n'êtes pas membre parce que nous avons notre secret, nous avons justement nos secrets, notre façon de voir et on fabrique du mystère là où il n'y en a pas forcément. J'en ai moi-même fait l'expérience intérieure, quoi, hum, où au gré de mes différentes initiations, que ce soit dans le monde maçonnique ou dans le monde compagnonique, quelquefois, pour un vieil habitué comme je le suis, du monde justement des initiations de métiers, et pas que, je me suis intéressé quand même plus largement à d'autres filières initiatiques dans d'autres civilisations que la nôtre, il y a quand même quelquefois de quoi rire, hum, parce qu'on fait secret d'un petit peu tout et n'importe quoi. hum. Très intéressant. C'était très Voilà. intéressant ce que tu disais sur les interférences qu'il y avait entre ces Oui, deux mondes. Parce qu'au oui, final, je préfère parler hum, hum, d'interférence hum, que de liens. On me demande souvent, bon, j'interviens très souvent et de plus en plus souvent dans les loges maçonniques, on me demande de conférencer sur ce thème franc-maçonnerie et compagnonnage. hum, Parce que les francs-maçons aiment bien s'imaginer cousins hum, plus ou moins germains des compagnons. Il y a toute une littérature, notamment depuis les années 1970, qui a eu tendance à présenter ça dans la foulée de la pensée guénonienne hum, comme étant issu d'un même tronc commun. hum, Ça n'est pas vrai globalement. Et puis, en fait, justement, ça peut s'expliquer très bien par toutes ces interférences qui ont eu lieu, donc, tout particulièrement au XIXe siècle, mais qui ont toujours lieu aujourd'hui. Euh, J'ajouterais que justement, je rigole quelquefois, même si c'est par certains aspects bien triste, il y a aujourd'hui des compagnons qui sont membres donc, de différentes sociétés compagnoniques, qui cultivent dans le monde compagnonique un discours plus ou moins anti-maçonnique, hum, alors qu'ils en sont membres, et qui, du côté du monde maçonnique, cultivent la posture, comprenez, moi, je suis quand même un grand initié, parce que hum. non seulement je suis franc-maçon, mais Et en plus, moi, je suis en plus un opératif, donc hum, je sais, je connais des choses que vous ne connaissez pas. hum, Donc, il y a cette culture-là qui est quand même pour le moins agaçante. Et puis, je dirais donc toujours par rapport à ces notions euh, d'interférence, il y a le fait que beaucoup de compagnons au début du XIXe siècle ont été également francs-maçons hum, pour une raison pratique qui est extrêmement simple et que là aussi j'ai eu la chance d'arriver à documenter par la découverte d'archives, par la découverte de courriers. Eh bien,
Être membre de la société compagnonnique, on le voit très bien au XVIIIe siècle et encore au début du XIXe siècle, c'est avant tout avoir la possibilité de faire ce Tour de France. On devient compagnon dans beaucoup de compagnonnages avant de commencer le Tour de France, pas pendant ou à la fin, c'est avant même. Mm. C'est-à-dire que appartenir à une société compagnonnique, ça donne la possibilité de commodément faire le Tour de France, c'est-à-dire de ville en ville, Mm. être capable, étant membre de la confrérie, et de le prouver, pouvoir justement être reçu en frère, trouver du travail, trouver un hébergement, arriver la bourse vide et avoir automatiquement un secours de route s'il n'y a pas de travail. Chez les tailleurs de pierre, on le voit très bien, on a des règlements du XVIIIe siècle où on voit très bien que celui qui n'a pas de travail, eh bien, on lui donne un secours de Mm. route qui n'est pas quelques euros, hein, c'est beaucoup Mm. plus que ça, pour gagner la ville de devoir suivante, fût-elle à 50 ou 100 kilomètres. Mm. Mm. Voilà. Et donc, d'appartenir à la franc-maçonnerie leur offrait la garantie en des périodes très troublées. Je songe tout particulièrement à l'époque de la Restauration, où on Mm. sait que les compagnonnages ont été beaucoup pourchassés par les Mm. pouvoirs publics. Eh bien, ça leur donne la garantie, même si leur société n'est plus ou n'est pas présente dans la ville où ils tombent à ce moment-là, eh bien, ils peuvent toujours aller frapper à la porte Mm. Mm. de la loge locale et dire: Bonjour mes frères, excusez-moi, je suis compagnon sur le Mm. Tour de France, je suis sans travail, ma bourse est vide, pouvez-vous m'aider? Très intéressant. Et ça, Mm. Mm. beaucoup de compagnons me disent: Ah non, là, tu déconnes. Mm. Non, non, j'ai les éléments documentaires qui Mm. permettent de le voir, et ils le font. C'est pas pour profiter du système. Il faut bien, là aussi, contextualiser, se remettre dans la peau d'un artisan qui a 18, 19 ans. Donc, non seulement il devenait compagnon très jeune, mais il devenait franc-maçon Mm. aussi très jeune. Et il partait souvent en ayant déjà le grade de maître. Mm. Et il fait son tour de France. Il faut qu'il survive Mm. jour après jour. On est loin de l'imaginaire romantique euh, à la même époque où, Mm. disons, 10, 20 ans après, il y a quelqu'un que j'admire beaucoup, qui est lié à mon histoire personnelle qui plus est, puisque je suis né à cette frontière entre Bourbonnais et Berry. On a George Sand qui Mm. va prendre l'exemple d'Agricole Perdiguier, donc le célèbre compagnon menuisier du devoir de liberté originaire donc, de Morières-les-Avignon, donc juste en bordure d'Avignon. Eh bien, il dit, bon, le compagnonnage, c'est la chevalerie errante de l'artisan. La Ouais. formule est belle, mais Ouais. il faut se méfier de ce genre de beaux clichés. Mm. Mm. Non, mais complètement. Je me Hmm. souviens que dans un de tes posts, tu parlais justement de l'utilisation abusive du terme Cayenne. Ah oui, Je pense que tu pourrais nous en parler un peu. oui, tout à fait. Ah ben, je vais en parler maintenant, mais je signale tout de suite que comme je tiens une chronique Ouais. régulière dans Franc-Maçonnerie Magazine, Mm. Mm. dans le numéro qui paraîtra début janvier, il y a un article où je reviens sur cette question parce que là, l'autre jour, où j'ai publié un post sur Facebook, un petit peu agacé parce que je venais encore de lire sur la quatrième de couverture d'un livre qui, par ailleurs, semble tout à fait intéressant, que justement, des réunions comment dire, de formation des apprentis, des compagnons. C'était faire Cayenne. Cayenne, il y a un peu plus, enfin, oui, on peut dire, il y a 150 ans, c'était un terme compagnonique qui était exclusivement employé par les compagnons charpentiers, Mm. couvreurs et plâtriers, donc la famille des enfants du Père Soubise. Tous les autres compagnons se réunissaient ou se réunissent toujours en chambre, comme le même terme, d'ailleurs, est employé dans la franc-maçonnerie. Et tout simplement parce que ils louaient une chambre à l'auberge. Les charpentiers avaient leur vocabulaire, et donc c'est un vocabulaire plus viril. Mm. On sait que Cayenne vient donc de la ville de Cayenne et que probablement c'est lié également à un terme de marine, et l'un n'est pas contradictoire avec l'autre, qui désigne d'anciens navires qui sont Mm. désarmés et qui servent ou de prison ou de cuisine Mm. pour les troupes. Donc
les compagnonnages ont beaucoup emprunté au XVIIIe siècle au vocabulaire des armées, et encore au début du XIXe, parce que les compagnons ont été extrêmement nombreux dans les troupes de Napoléon, et lorsque il y a eu la chute de l'Empire, ils se sont retrouvés justement sur les routes avec des mœurs qui étaient souvent plus soldatesques que compagnonniques. Donc on voit ce terme de Cayenne qui est exclusif aux enfants du père Soubise au milieu et même jusqu'à la fin du XIXe siècle. Et puis, petit à petit, au XXe siècle, euh, les compagnons enfin certains compagnonnages vont l'absorber, par exemple l'union compagnonnique ou les sièges, enfin, la salle, la réunion compagnonnique est appelée Cayenne depuis une époque que je n'ai pas encore réussi à parfaitement documenter, mais que je ne pense pas qu'il ne remonte même pas jusqu'à la fondation de l'Union compagnonnique en 1889. Et puis, chose donc amusante, parce que je l'ai constaté de moi-même, par moi-même, en l'an 2000, on voit les compagnons passants tailleurs de pierre, les actuels compagnons passants tailleurs de pierre, qui jusqu'alors sur leurs entêtes de courrier emploient le terme de chambre des compagnons passants tailleurs de pierre du devoir de la ville et des faubourgs de Paris, de Marseille, etc. Eh bien, d'un seul coup, il s'intitule Cayenne. Ça passe d'abord dans le langage oral, et ça, si on l'analyse très nettement, ça participe de ce communautarisme que j'évoquais tout à l'heure, où on se la joue viril, on se la joue, c'est nous les compagnons, les vrais. Il y a des moments, c'est un peu, il faut bien le dire, c'est un peu pitoyable, parce que ça conduit à des dérives également de l'esprit compagnonnique et on s'enferme au lieu de s'ouvrir. Quand on lit Agricole Perdiguet, il est très net que c'est un personnage qui vit le compagnonnage de son époque et qui dénonce justement les violences, les absurdités de certaines légendes, mais qui vit cette période-là comme une période de grande ouverture au monde. Perdiguier sait lire et écrire quand il part sur le Tour de France, mais qu'est-ce qu'il fait? Il va au théâtre, il achète des livres. Là, aujourd'hui, moi, dans mes aventures compagnoniques en marge ou dedans, j'ai croisé plusieurs fois des compagnons qui m'ont traité d'intellectuel, mais c'était vraiment une injure parce que j'avais déjà écrit des livres, et qui sont fiers de me dire, moi, je ne lis pas, c'est du temps perdu. Mais non, c'est pas du temps perdu. Il faut s'instruire par tous les moyens qui nous sont offerts. Et justement, aujourd'hui, nous avons la chance d'avoir plein de choses à disposition, à commencer justement par les réseaux sociaux, par Internet. Mais quand on voit la pauvreté de certains débats, bon, de temps en temps, les bras m'en tombent. Voilà. Non, c'est très intéressant. Alors du coup, est-ce qu'on peut dire que la franc-maçonnerie a plutôt été influencée par la pierre? Alors est-ce qu'il y a une franc-maçonnerie du bois aussi ou pas forcément? Ah, bon, alors là, bon, ouais, c'est un peu un autre sujet. Enfin, Ouais. euh, un livre célèbre de Jacques Bringue qui a été publié en 1968, 69 ou 70, enfin, dans ces eaux-là, qui s'appelle La franc-maçonnerie du bois Mm, et qui concerne euh, les bons cousins charbonniers et fondeurs, donc une adaptation maçonnique d'anciens compagnonnages forestiers. Donc mm, ça, j'ai beaucoup étudié parce que justement, mon grand-père était né juste en bordure de la forêt de Tronchet mm, et il était sieur de long et sabotier. Donc, lui, dès mon enfance, m'a transmis ce goût mm. pour ce qui restait d'usage des confréries forestières dans le temps. Ah oui, Euh, donc ton grand-père c'est- avait connu des confréries. avait connu, oui, avait D'accord, connu super juste intéressant. avant-guerre Ouais. de véritables Mm, ventes donc de compagnons fondeurs, mm, puisque mm, bon, lui-même, c'est un de ses métiers de base. C'était un de ses métiers de base. Donc, c'était déjà en voie de disparition, mais un certain vocabulaire, un certain nombre d'usages étaient connus. Donc, ça a réellement existé, mais il y a eu là aussi de nombreuses interférences. Et l'une des plus intéressantes qui soit, sur laquelle j'ai fait beaucoup de recherches, et j'ai une publication que j'espère boucler quand même rapidement, c'est dans l'année qui vient,
concerne justement euh, un des compagnonnages du XIXe siècle les plus flamboyants, le, les compagnons charpentiers du devoir de liberté. Mmh. Eh bien, ce devoir de liberté a entretenu une légende qui le fait naître en 1804 par rupture de eux, porteurs de la vraie tradition d'avec les compagnons charpentiers Soubise, alors qu'en fait, bon, j'ai aujourd'hui des éléments documentaires pour montrer que dans la réalité, en tant que société, ils sont nés seulement à partir de 1835 et que, en premier rituel qu'ils ont assez vite abandonné, eh bien, ils sont allés, comme tout le monde à l'époque, ou presque, piller dans des rituels maçonniques de quoi avoir le substrat rituel qui leur était nécessaire. Et comme ils cultivaient cette farouche indépendance et l'idée qu'ils étaient vraiment exceptionnels, au lieu d'aller gratter dans les rituels maçonniques de tailleurs de pierre finalement, de francs-maçons, ils sont allés chercher dans les rituels forestiers parce que Mmh. bah, c'est logique, la forêt, le bois, les charpentiers. Et Mmh. ils ont expérimenté un premier rituel qui était calqué sur le rituel des bons cousins fondeurs. Pas les charbonniers, mais les bons cousins fondeurs. Donc, c'est très intéressant et ça montre bien justement à quel point ces artisans pouvaient être quelquefois cultivés et capables de construction mentale complexe. Mmh. J'ai eu entre les mains le règlement qu'ils avaient cherché à mettre en place à cette époque, mais c'est une véritable usine à gaz, mais parfaitement structurée, c'est brillant. Mmh. Très intéressant. Donc, je Ouais. me souviens, au début de l'entretien de cette interview, Mm. tu nous parlais du compagnonnage en France, en Allemagne. Est-ce qu'il y a eu un peu la même chose en Angleterre, par exemple? Alors, euh, l'un des fondateurs d'un des mouvements compagnonniques actuels, donc l'Association ouvrière des compagnons du devoir, donc fondée en 1941, à une triste époque. Donc Jean Bernard, qui était un virulent anti-maçon, dit il n'y a pas de rapport du tout. Mmh. Moi, je dis non, non, c'est beaucoup plus complexe que ça, parce que, alors, un de ses arguments, c'est de dire ce n'était pas des itinérants. Mmh. Nous, notre identité, c'est le Tour de France. Il n'y a pas de Tour d'Angleterre. Mmh. Bah, c'est pas complètement faux, mais c'est loin d'être complètement vrai. Je dirais qu'il y a une raison très simple à tout ça, c'est que c'était réellement autrefois des tailleurs de pierre. Mmh. La question de la continuité entre ces anciennes loges opératives et puis les premières loges spéculatives, on la met de côté. Il n'empêche que ces anciennes loges opératives étaient constituées de vrais artisans et qu'on a la trace dans le rituel maçonnique encore pratiqué aujourd'hui, parce qu'on est là dans une couche fondamentale qui continue à être véhiculée. La première question lors d'un tuilage maçonnique, c'est d'où venez-vous? Mmh. Cette question n'aurait aucun sens si ces loges maçonniques n'avaient pas été ouvertes à des itinérants. D'où Mmh. venez-vous? Ça n'a pas de sens. Donc on voit très bien que, sans parler de Tour d'Angleterre comme il existait un Tour de France, eh bien, ces ouvriers tailleurs de pierre, ces maçons, maisons, ils voyageaient de loge en loge, de chantier en chantier. Mmh. Donc, Mmh. simplement, là encore une fois, il faut être attentif au contexte. La réglementation des métiers en Angleterre, en Écosse, était différente de la réglementation des métiers en France, qui elle-même était différente de la réglementation des métiers dans les différents royaumes germaniques. Donc, à des contextes différents, on a forcément des adaptations différentes d'un même mouvement général qui est de considérer que le compagnon, c'est-à-dire le degré de l'ouvrier qualifié, parfaitement formé, mais qui n'a pas encore accédé à la maîtrise, soit parce qu'il n'en a pas les moyens financiers, soit parce que ce n'est pas sa volonté, soit parce qu'il veut encore perfectionner son savoir, eh bien, simplement, ils étaient amenés à s'organiser entre eux et à assurer justement la capacité de voyager de ville en ville à la recherche des emplois. Mais ça ne peut pas s'être produit exactement de la même manière, donc avec les mêmes usages, partout, en tout temps, en tout lieu. Même en France, on voit très bien, justement, dans les archives qui concernent le XVIIe, XVIIIe et XIXe siècle, je mets le XXe siècle à part, euh, eh bien, on voit très bien
que les usages évoluent, que on a beau être dans des sociétés qui sont un peu trop facilement qualifiées de traditionnelles, comme si ça n'avait pas jamais bougé, on voit très bien qu'elles sont inscrites dans l'histoire, dans l'évolution des mœurs et des idées. Mm, mm. Très intéressant. Alors, on va mettre les pieds dans le plat tout de suite. Oui. Tu- J'imagine que tu connais ces légendes de, par exemple, je sais plus dans quelle société, mais c'est euh, lors de l'arrestation des Templiers, les Templiers fuient en Écosse et survivent dans les loges ou d'opératifs locaux, et puis c'est comme ça que naît la franc-maçonnerie. Ça, c'est quelque chose que tu retrouves C'est dans des archives. totalement, C'est non, une non, c'est construction. totalement bidon. C'est de la construction romantique du 19e siècle dans le sillage du néo-templarisme Mm, maçonnique, quoi. mm, mm, Et accentué au XXe siècle par les romanciers que l'on sait. mm, Mais mm, encore une fois, ce sont des romanciers. Et, mm, euh, il y a aussi cette fâcheuse tendance dans les milieux initiatiques de dire je ne peux pas tout vous divulguer, mais mm, sous le couvert du roman, je vous dis des vérités mm, profondes. mm. Très intéressant. Tu penses que tu pourrais nous parler un peu de ce lien, ou de à quel moment naît ce lien entre les guildes médiévales et le compagnonnage? On arrive à le situer à peu près, Ah bah, cette filiation? oui, on arrive à peu près à situer de toute façon, dans la mesure où les corporations, enfin les anciennes, on appelait ça des communautés de Mm, métiers en France. Après, au XVIIIe siècle, c'est devenu des corporations. mm, Dans d'autres métiers, donc notamment dans le nord, l'est de la France, sur des guildes, des mm, anses, enfin, il y a tout un tas de noms, mais qui finalement tous désignent une réalité juridique du métier, parce que là encore une fois, il faut arrêter de rêver tout ésotérique, tout secret. Euh, une organisation de métier, elle a une existence légale. mm, Le compagnonnage, jusque très tard dans le 19e siècle, n'a pas d'existence légale. mm, Ce qui existe jusqu'à la Révolution, jusqu'à la loi Le Chapelier en 1791, ce sont des communautés ou corporations de métiers. Donc, le lien, il apparaît dès l'instant où ces anciennes communautés de métiers, qui ont des racines médiévales à peu près nettes, eh bien, elles finissent par quitter ce schéma très chrétien, très patriarcal. C'était des familles de substitution où donc on prenait en charge l'apprentissage dans un premier temps. Ensuite, le compagnon servait le maître qui l'avait formé pendant un certain temps et il avait la possibilité de devenir maître à son tour. Jusqu'au XVe siècle, on voit que le système, grosso modo, fonctionne. On n'a pas de traces très claires de disputes. Et puis, au fur et à mesure qu'on entre dans l'époque moderne, on s'aperçoit qu'il y a des crispations qui se créent et en fait que beaucoup de corporations de métiers empêchent leurs compagnons d'accéder au statut de la maîtrise parce qu'il y a un problème de concurrence, parce qu'il y a des problèmes aussi, donc on le voit très nettement au XVIIe et XVIIIe siècle dans certaines corporations de métiers. Euh, être maître, c'est être patron, être installé à son compte, donc avoir à gérer des apprentis, des compagnons, et avoir à gérer sa place dans la corporation. Et la corporation, qui est la seule entité juridique réelle et qui est la seule entité économique du métier, elle se doit de participer à la vie de la cité. Et comment participe-t-on à cette époque, comme aujourd'hui, à la vie de la cité? En payant des impôts, en subissant des taxations diverses qui peuvent s'avérer très lourdes. Donc on voit aussi, cessons de diaboliser d'une manière pour le moins gauchiste quelque part, de diaboliser le patronat ancien, qui n'est plus là pour se défendre, de manière aussi systématique. Beaucoup de patrons d'autrefois font au minimum un freinage et voire un blocage pour l'accession du compagnon au statut de maître, parce que il faut en avoir les moyens financiers. Devenir maître, c'est devenir à son tour un cochon de payeur, je dirais, mm, de manière caractéristique. Donc, si le compagnon en question a de quoi, pourquoi pas, il est compétent techniquement, il est
capable financièrement. Mais s'il n'est pas capable financièrement, on va chercher à dire, bon, allez, reste à ta place. Alors, c'est comme ça qu'on voit les compagnonnages se développer, parce que les compagnons qui ont envie de voyager la France, qui ont envie d'aller voir si l'herbe est plus verte à côté, si on gagne mieux sa vie, si, ou tout simplement, bah, qui ont besoin de passer jeunesse, qui ont besoin de voir le monde, eh bien, il faut qu'ils puissent s'embaucher dans d'autres villes. Et dans les autres villes, ils retrouvent les mêmes structures patronales qui ont tendance à les bloquer. D'où la naissance de ces compagnonnages qui sont des moyens de structurer cette itinérance et d'assurer justement le minimum de mutualité qui leur permet donc de commodément se nourrir, voyager, trouver un emploi, parce que on voit très bien au XVIIe siècle donc la tension qui se crée entre les communautés de métiers qui ont des embaucheurs, donc elles rétribuent des gens qui ne sont pas nécessairement du métier pour embaucher les ouvriers de passage et négocier les salaires, etc., et répartir ces ouvriers de passage chez tel ou tel maître. Et on voit les conflits internes que ça génère entre les maîtres, parce que évidemment il y en a qui s'estiment mieux servis que d'autres, et on voit également les embaucheurs devenir des racketteurs. Donc les compagnonnages vont se structurer de manière à opposer à ce système corporatif le système compagnonique du rouleur ou roller. Donc un ouvrier qui périodiquement va changer, donc en général c'est une gâche, un emploi d'une semaine, qui est rétribué parce que les ouvriers embauchés versent une cotisation pour ça, mais il y a une sorte de tarification et on évite le racket dans la mesure du possible, parce que là aussi il faut se sortir de cette image pieuse en quelque sorte du compagnonnage vertueux. Tous les compagnonnages, selon les villes, selon les époques, ne sont pas nécessairement vertueux. Et c'est comme ça d'ailleurs que va se créer chez les menuisiers et les serruriers, donc une puissante corporation qui va monter en puissance sous le règne de Louis XIV, où la menuiserie, l'ébénisterie va prendre son envol. Eh bien, on a les compagnons du devoir qui, petit à petit, vont trouver en face d'eux une autre organisation compagnonique qui, d'abord, dans un premier temps, s'intitule Nom du devoir, et puis ensuite va dire on est des compagnons de liberté, puis ça va petit à petit, juste avant la Révolution française, devenir des compagnons du devoir de liberté. Eh bien, qu'est-ce qu'ils disent, ces compagnons du devoir? Eh bien, ils luttent contre le racket que leur imposent des rouleurs et des compagnons en place dans telle ou telle ville, en leur disant, vous voulez travailler? Eh bien, payez-nous à boire et à manger. Et on voit par des pièges judiciaires que quelquefois, on impose à ces ouvriers qui arrivent dans la ville, leur bourse plus ou moins plate, on leur impose de commencer par s'endetter pour payer mais un véritable banquet à 20 ou 30 ou 40 compagnons. Donc on imagine ce que peut coûter proportionnellement par rapport à aujourd'hui euh, de rincer la gueule, quoi, il n'y a pas d'autre terme, à 20 personnes, ne serait-ce que ça. Donc il y a des compagnons qui ont déjà été reçus dans cette confrérie du devoir dans une ville précédente et qui disent non, bah non, ah mais non, mais tu payes quand même. Et il s'intitule Nom du devoir parce que là aussi, sortons des clichés euh, spiritualo-ésotériques. Le devoir. Non, moi, on peut lire dans tout un tas de livres que ça a une origine très ancienne, que ça renvoie à Deverium, enfin des étymologies latines qui sont quelquefois à couler de rire pour quelqu'un qui a un peu fait de latin. Et non, le devoir, c'est ce qui est dû, c'est le dû. Ils sont compagnons du devoir, ils sont compagnons du dû. Et ce dû, eh bien, il y a un moment où ça devient un racket. Donc on voit le compagnonnage de ce grand métier de menuisier se scinder en deux, et avec des luttes quelquefois extrêmement violentes. Et on a peut-être en partie la même chose qui peut expliquer aussi la bipolarité chez les tailleurs de pierre entre des compagnons passants et des compagnons étrangers. C'est plus complexe parce que les deux se réclament du devoir.
si on remonte justement des documents d'archives anciens, on a ce témoignage-là. Alors, je montre à la caméra un document que je suis très fier d'avoir retrouvé donc en 2022, qui est une partie du livre des règles des compagnons étrangers tailleurs de pierre, donc ceux qui au XIXe siècle seront des étrangers du devoir de liberté. Donc on a tendance à penser que c'est tout simplement une scission, ça, mais on s'aperçoit là, le document que j'ai entre les mains est c'est le premier feuillet de ce livre de règles qui contient le rituel de réception. Ça se réclame d'une assemblée qui aurait eu lieu en 1680 à Dijon. Et on voit très bien que en tête, là, eh bien, il est marqué honneur et gloire à Dieu, salut au roi, paix et bénédiction aux braves compagnons étrangers du devoir tailleur de pierre. Donc, on a à la fois des compagnons passants du devoir tailleur de pierre et des compagnons étrangers du devoir tailleur de pierre. La raison, souvent, elle a été c'est une question religieuse. Certains étaient des catholiques très pratiquants, les compagnons passants, et les autres, sont, donc ceux qui se réclament de Salomon, les compagnons étrangers, étaient par conséquent des protestants, des libertins. C'est totalement faux. Moi, tous ceux sur lesquels j'ai aujourd'hui réussi à trouver des éléments documentaires, ce sont également des compagnons parfaitement catholiques, parce que j'ai retrouvé des chantiers d'église, des chantiers catholiques, où on a la trace de leur passage dans la comptabilité, avec y compris des gratifications spéciales lors de la fête de l'Ascension, qui est la fête des compagnons tailleurs de pierre, quel que soit le rite. Des curés n'auraient jamais fait ça euh, pour satisfaire à d'ignobles parpaillots, Mm. vous voyez, le vocabulaire de l'époque. Donc ils sont pareils. Simplement, on voit que les compagnons passants du devoir, on va dire, tiennent compte un petit peu des réticences de l'Église catholique avec cette résolution des docteurs de la Sorbonne, alors que les compagnons étrangers tailleurs de pierre, eux, entendent conserver leurs rites ancestraux, et ils le disent bien dans ce livre de règles. À l'origine, la réception, elle était faite dans l'église, pendant la messe, et en public. C'est-à-dire qu'on devenait compagnon tailleur de pierre en jurant fidélité de respect à sa société compagnonique, donc au devoir de sa société, en public, pendant la messe. Et puis, comme manifestement à la fin du XVIIe siècle, après la résolution des docteurs de la Sorbonne, qui sont des ultra-catholiques de l'époque, hein, euh, on est également à l'époque de la contre-réforme, là aussi il faut contextualiser, eh bien, les compagnons étrangers sentent qu'ils risquent, dans certaines paroisses, de rencontrer l'hostilité du curé, qui aura lu la résolution, et donc ils décident de pratiquer les rites de réception en privé, dans la chambre des compagnons. Mais ce qui est très intéressant quand on est face à un manuscrit comme ceci, c'est de voir qu'ils continuent de leur aveu même exactement les mêmes rites. Il n'y a rien de mystérieux, il n'y a rien de d'ésotérico occulte. Mm. C'est, on prête serment sur l'évangile et sur un crucifix, et on prête serment de respecter les règles de bonne conduite du devoir, de ne pas mentir, de ne pas voler, etc. Mm, mm, mm. Non, c'est très intéressant. Ouais, Alors, comment vois-tu la place du compagnonnage aujourd'hui, à l'heure des écoles et des diplômes techniques? ça devient très complexe. Ça devient très complexe parce que, euh, alors d'une part, il y a des diplômes, il y a des écoles et tout, et d'autre part, en fait, depuis les années 1960, et ça a pris surtout beaucoup d'envergure à partir des années 80, euh, deux des grands mouvements compagnonniques français se sont résolument inscrits dans la formation professionnelle, ce qui n'était pas du tout la vocation ancienne des compagnonnages. Le compagnonnage autour de France, c'était une voie de perfectionnement. Mm. On avait déjà son métier en main et on partait parce que justement on était autonome financièrement, parce qu'on était capable de gagner sa vie en travaillant. Et là, en se positionnant
finalement en suppléant, euh, en substitut de l'éducation nationale pour l'enseignement technique. Personnellement, je ne suis pas certain que les compagnonnages aient fait une bonne opération. Ça leur a permis de survivre, c'est-à-dire que on a ouvert aussi le robinet des subventions. Donc aujourd'hui, beaucoup des mouvements compagnonniques subsistent de manière artificielle. Ils sont maintenus, oui, oui, pour moi c'est artificiel. Ils sont maintenus en vie davantage par les subventions de l'éducation nationale, de la formation professionnelle, etc., pour former des jeunes dont très peu iront jusqu'au bout et de la formation, et encore moins iront jusqu'au bout de ce fameux Tour de France que ça leur ouvre ensuite. Et ce ne sont pas les cotisations volontaires des membres du compagnonnage. Ce ne sont plus ces cotisations volontaires qui les font vivre. Voilà. Alors, il y a des exceptions, hein. Par exemple, bon, l'Union compagnonnique des Devoirs Unis, mais qui est très, très marginale aujourd'hui au niveau du nombre de membres, vit uniquement de ses cotisations, enfin des cotisations de ses membres. Mais c'est vraiment marginal. La fédération compagnonnique, comme l'association ouvrière des compagnons du devoir, tire beaucoup de revenus de cette formation professionnelle. Euh, Ça n'est pas très sain à terme. Je pense que vraiment ça pose des problèmes. Je ne suis pas le seul à le dire. Il y a quelques compagnons, quelques timides voix compagnonniques qui de temps en temps le disent, le dénoncent. Euh, c'est problématique. Parce que, en plus, c'est pareil, de manière générale, la formation, qu'elle soit technique ou la formation intellectuelle, tout ce qu'on peut acquérir dans les écoles, dans les universités, ça évolue considérablement et ça évolue d'autant plus vite à l'heure actuelle qu'on a la présence de l'Internet depuis déjà quelques décennies. On voit très bien les bouleversements que ça a apporté dans la manière de transmettre les savoirs. Et puis, on a aujourd'hui, ça y est, elle est là, l'intelligence artificielle, mm, qui a des mauvais côtés, mais qui a aussi des bons côtés. mm, Là, je dis, n'ayons pas peur. Comme tous les outils, ça doit s'apprivoiser, ça doit peu à peu s'apprendre, se perfectionner, etc. Mais je ne suis pas certain que les compagnonnages d'aujourd'hui soient parfaitement conscients de ce changement complet de société et donc de cadre technique et économique, sociétal. mm, Parce que c'est pareil, bon, les jeunes qui aujourd'hui arrivent en compagnonnage, quelle que soit la société, ils n'ont plus les mentalités du jeune que j'ai pu être il y a maintenant un peu plus de 50 ans. mm, Euh, Parce que justement, ben, on ne peut plus leur demander de vivre comme des moines ou des semi-moines, mm, comme on le demandait encore jusque dans les années, allez, même 1980. Euh, ils ont tous ou presque déjà eu des copines, et puis bon, le compagnonnage est devenu mixte aussi. Ils ont tous ou presque déjà eu une voiture ou une mobilette ou une moto. Enfin, leur demander pendant X années, qui sont beaucoup plus longues en moyenne que ce qu'on pratiquait autrefois, de s'enfermer dans des sièges, d'aller tous les soirs ou presque suivre des cours supplémentaires, d'assez peu sortir, c'est difficile. Et concernant justement un sujet qui m'a souvent été reproché par certains compagnons, euh, le problème justement du secret initiatique et de cette initiation à la symbolique, à la spiritualité, on va dire, des compagnonnages, c'est également très différent à l'heure justement de l'Internet et des réseaux sociaux. mm, Euh, le jeune qui a 17 ans aujourd'hui, s'il ne va pas fouiller un petit peu sur Internet pour trouver les mystères qu'on lui cache, je ne pense pas que ça soit une bonne recrue pour le compagnonnage, parce que ce n'est pas un signe mm, de vitalité intellectuelle que de n'avoir pas de curiosité. mm, mm, Donc, celui qui est même un peu plus affûté que la moyenne,
il n'a pas forcément besoin de, de mes ouvrages pour savoir beaucoup de choses. Et je ne veux pas mettre mes publications, qu'elles soient sur Internet ou papier, sous le boisseau, sous prétexte de ne pas trahir ce secret initiatique, de ne pas donner à celui qui n'est qu'apprenti les secrets de celui qui est compagnon. C'est On intéressant. le voit avec la franc-maçonnerie. Mm, Tous mm. les rituels, ou presque, Oui. sont accessibles. Effectivement, la participation réelle Mm, à la vie maçonnique est irremplaçable. Donc, de la même manière, la participation réelle à la vie compagnonique est irremplaçable. Mais ça durera combien de temps? C'est-à-dire que je le vois dans ma propre mini-société mm, compagnonique, puisque société extrêmement marginale, le devoir égalitaire m'a fait l'honneur de me recevoir mm, compagnon d'honneur, du moins initié. Euh, c'est la fuite permanente des effectifs. On mm, n'était déjà pas nombreux au départ, mais d'année en année, nous sommes confrontés à cette chute dramatique des effectifs parce que des jeunes ou moins jeunes mm. attendent, on ne sait pas au juste exactement quoi, mais ils attendent beaucoup et eux-mêmes apportent peu. C'est un phénomène qu'on voit aussi dans toutes les associations. Là, bah, je vous parle depuis la bibliothèque de l'Académie de Vaucluse, qui est une Mm. très vieille société savante dont je suis membre et un des piliers aujourd'hui. Eh bien, nous sommes confrontés aussi à ce vieillissement des effectifs Mm. et à la chute des effectifs. C'est-à-dire, il y a de moins en moins de jeunes historiens qui vont adhérer à cette association alors qu'ils peuvent jouir justement d'une bibliothèque, ils peuvent jouir d'un certain nombre de réunions, de conférences et tout, mais partout, dans toutes les associations, l'engagement fait de plus en plus défaut. Mm, mm, mm. Il Très n'y a aucune intéressant. raison que le compagnonnage, où justement la notion d'engagement est encore plus forte, fasse exception à la règle. Ouais. Que devrait retenir un jeune artisan d'aujourd'hui sur l'esprit des anciens compagnons? Alors je dirais que ce qui est intéressant, ce qu'il peut encore rencontrer dans certains compagnonnages, ou tout au moins dans certaines villes, certaines chambres ou certaines cayennes, pour reprendre ce Mm, terme, mm, quelquefois il va croiser justement des anciens qui ont encore cet état d'esprit compagnonique de partage. C'est mm, vraiment ce qui est fondamental. Compa- le compagnonnage, compagnie, c'est ceux qui partagent le même pain, étymologiquement. Et donc, euh, tu as reçu un jour un savoir, tu as reçu une aide, tu te dois de transmettre ça, tu te dois à ton tour de partager. Et ça, c'est fondamental. Mais là aussi, ça devient un petit peu rare, quoi. Mais moi, j'ai eu la chance aussi, voilà, de croiser quelques anciens à côté de quelques ronchons qui avaient cet esprit-là encore complètement chevillé au corps. mm. C'est intéressant. Alors, on va revenir sur le livre que tu m'as envoyé. Alors, peut-être que Oui, je le mettrai en incrustation, mais c'est ce oui, petit livre-là. ce Hop, petit livre, voilà. tac. Donc, alors, qu'est-ce qui t'a poussé à l'écrire? Alors, je dirais, bah, d'une part, donc, ce que j'évoquais, peut-être, je sais pas si ça fait partie de l'enregistrement ou pas, je reprends. D'une part, donc, j'avais écrit il y a longtemps donc, un article sur cette géométrie des compagnons tailleurs de pierre germanique qui faisait suite au premier ouvrage que j'ai coédité, donc le bouquin sur les marques de tailleurs de pierre de Franz Urzia, donc, qui est paru en 1993, où j'avais donc à cette occasion-là créé une microscopique maison d'édition, la Nef de Salomon, et peu d'années après sa sortie, qui a été un succès considérable, j'avais quelques amis, maçons pour la plupart, qui avaient tendance à croire que les clés géométriques que Zia donne comme étant donc les clés de construction des marques de compagnons tailleurs de pierre germanique étaient des vues de l'esprit. Et donc là, j'avais fait un article pour dire non, non, détrompez-vous, on a des éléments documentaires là-dessus, c'est bien une géométrie tout à fait intéressante.
qui était à l'époque plus ou moins un secret, mais qui depuis, c'est un secret qui a été divulgué. Et cette géométrie, ce qui est intéressant, c'est qu'elle est également la même clé du savoir qui leur permet à ses compagnons de tracer des plans d'édifices, de tracer donc des vues, des profils pour telle ou telle pierre. Donc j'avais écrit cet article dans une perspective qui était encore très traditionnelle, c'est-à-dire que je n'avais pas encore rompu, entre guillemets, avec la pensée de René Guénon à l'époque. Donc j'avais quelquefois eu quelques envolées qui aujourd'hui sont assez loin de ma façon de penser sur la dimension spirituelle de tout ça. Et au fil des années, donc j'ai vu que cet article était continuellement cité en référence. Il avait été traduit en espagnol dès l'année 2000. Euh, Là, donc il y a quelques années en arrière, un éditeur, je dirais guénonien, italien, m'a demandé l'autorisation de le traduire et de le publier en italien. J'ai dit oui, mais justement, je lui ai dit simplement, j'aimerais bien faire une postface critique pour expliquer qu'aujourd'hui, 25 ans se sont écoulés depuis la rédaction de l'article. En 25 ans, mes recherches sont avancées. Il y a des points que j'aimerais préciser. Il y a des points, donc, en termes de méthodologie avec lesquels je ne suis plus d'accord, et notamment, donc, tout ce qui relève de la pensée guénonienne. Alors, elle m'a dit oui, mais finalement, quand il a lu mon premier jet de postface, mais hein, vous voulez ma mort, parce que mon lectorat, ce sont des guénoniens pur jus. Ils vont tous hurler en voyant votre postface. Est-ce qu'il y aurait moyen d'atténuer, enfin, d'enrober un petit peu plus? Donc, j'ai repris ma postface, mais quand même, j'ai conservé mon texte original. Et là, j'avais envie, donc, de le publier avec cette postface critique. Et j'en ai profité également pour y adjoindre une conférence que j'avais faite en décembre 2023 à la demande des amis de la société oui, de la société des amis de la cathédrale de Strasbourg et également donc de l'œuvre Notre-Dame qui depuis le Moyen Âge donc gère le chantier de la cathédrale de Strasbourg. Donc j'y ai adjoint un petit peu donc toutes mes découvertes et notamment une bibliographie actualisée, un petit peu de tout ça, sans sombrer dans le côté euh, systématiquement historico-universitaire. J'essaye de rester en passerelle entre le monde des artisans, de ceux qui s'intéressent au compagnonnage, à la franc-maçonnerie, et ce monde universitaire dont finalement je ne fais pas partie vraiment, quoi. Donc voilà, j'ai publié pour ça. Et puis en plus, donc euh, en fait, c'est le quatrième volume d'une collection que j'ai créée il y a maintenant un peu plus oui, il y a presque 3 ans, et qui s'intitule Les carnets de Bourbonnais, l'ami des arts. Alors, Bourbonnais, l'ami des arts, c'est mon nom de compagnon. Et je me suis dit donc que c'était dommage pour moi d'avoir publié au fil des années justement des articles comme ça dans différentes revues maçonniques ou d'avoir quelquefois contribué à des colloques universitaires qui quelquefois ont publié des actes, mais pas toujours, ou quelquefois ça tarde. Donc j'ai de la matière abondante non pas dans mes tiroirs, mais dans mes disques durs d'ordinateur. Et je me suis dit, tiens, et si je publiais ça sous forme de petits carnets qui reprennent mes articles, mais à chaque fois avec une iconographie en couleur, parce que souvent, dans mes publications anciennes, j'ai dû me contenter d'une iconographie plus pauvre que ce que j'avais envie, et en noir et blanc. Donc là, en fait, j'ai publié un premier carnet. Hop, je le montre, je ne sais pas si c'est très visible à la Yes. caméra. Voilà. Hein, mais éventuellement, j'enverrai des images pour capturer. Donc, des notes à propos des anges bâtisseurs et du grand architecte pour montrer que cette notion de grand architecte, à laquelle la franc-maçonnerie est très attachée, enfin, était une partie de la franc-maçonnerie, justement, est encore très attachée, eh bien, elle existe au Moyen-Âge et qu'effectivement, un des métiers de Dieu, pour reprendre une expression qui sert de titre à des ouvrages très intéressants de Jean Remy, c'est architecte. Et donc, au travers de l'iconographie,
J'évoque tout ça, j'évoque pourquoi donc la géométrie justement est attribuée comme les outils de la géométrie sont attribués au grand architecte, à Dieu. Donc voilà, ça c'est un premier livre. Et puis après une petite interruption due à quelques problèmes de santé, j'ai continué à publier et ça a été cette année seulement. Voilà, un deuxième carnet où je reprends un article sur la question de tailler sa pierre, les sources d'un symbole maçonnique, où j'explique pourquoi, effectivement, la franc-maçonnerie a fait un tel usage du symbolisme de la pierre brute et de la pierre taillée, en, en restituant aussi quelques vérités, c'est-à-dire que la pierre brute, c'est pas une vulgaire caillasse, comme on voit encore trop souvent dans les loges aujourd'hui, c'est une pierre déjà dégrossie, c'est une pierre taillable, trié, sélectionné. Et c'est intéressant également par analogie avec l'aspect spéculatif. Et puis j'ai également publié, donc, été un troisième volume, donc, sur justement la géométrie et les compagnons et le trait, puisque c'est le nom qui donne à la géométrie, et là qui reprend une conférence que j'ai eu l'honneur de faire à la demande de l'Académie des sciences il y a quelques années, sous la célèbre coupole parisienne. Donc, pour l'autodidacte que je suis, c'était quand même quelque chose d'assez émouvant. Et donc, cette conférence, elle est disponible sur YouTube, mais c'est intéressant justement de pouvoir la fixer un petit peu sous forme fixe, et notamment pour les images sous forme de petits carnets. Et ce qui me plaît beaucoup dans ces petits carnets, c'est justement cette dimension quelque part. Voilà, c'est petit, ce sont des carnets avec une petite reliure spirale. Euh, Ce ne sont pas des textes universitaires définitifs, ce ne sont pas on me fait quelquefois le reproche d'être un peu autoritaire quelque part dans mes écrits, dans mes prises de position. Non, il faut insister sur le fait que la connaissance historique, la connaissance documentaire, elle est en mouvement permanent. Donc, je reviens sur d'anciens articles, je les republie tels que, mais j'y ajoute des notes supplémentaires, j'y ajoute donc ces postfaces critiques, par exemple. Là, j'en ai un en préparation sur le tarot, sur des notes maçonniques sur le tarot. Bon, bah, euh, là, c'est pareil. J'ai publié mon premier livre en 1985, donc il y a 40 ans déjà. Bah, il y a 40 ans, j'étais encore un très jeune homme. Mmh. Donc, évidemment qu'aujourd'hui, je n'ai plus du tout la même vision. Donc là, dans ces articles qui déjà sont beaucoup plus récents, j'amène d'autres choses en termes de méthodologie sur l'aspect iconographique du tarot, mais dans la postface, je vais synthétiser aussi ma pensée actuelle sur cette dimension ésotérique qui malheureusement est exagérée et dérive trop souvent vers ce que j'appelle le zozotérisme, Mmh. c'est-à-dire vraiment des spéculations totalement fumeuses Mmh. où on affirme sans aucune preuve, sous couvert de la tradition orale des grands initiés. Ça, c'est quelque chose. Bon, tu as vu mes posts au fil Mmh. des années, ça me met en boule à chaque fois parce que Mmh. bon, c'est se positionner parce qu'on est compagnon, parce qu'on est franc-maçon, parce qu'on est grand mamamouchi de je ne sais quoi, Mmh. comme étant des grands sachants avec un savoir définitif, alors que ce n'est pas vrai. Le savoir n'est jamais définitif. Et dans ces domaines plus ou moins ésotériques, parce qu'il y a réellement un véritable ésotérisme dans certains cas, eh bien, on se rend compte qu'il y a eu tellement de bouleversements, de manipulations au fil des siècles, que bon, revenir, restituer la vérité, c'est un gros travail, c'est un travail d'historien. Mmh. Très intéressant. Alors, du coup, tu peux nous dire à qui s'adresse ce livre? C'est aux artisans, aux chercheurs, À tout le monde. à tout le monde. Tous ceux qui s'intéressent à ce sujet-là, je vois donc dans ma toute petite clientèle, ce sont des bouquins que je tire à très peu d'exemplaires. Euh, il y a quelques compagnons, trop peu à mon goût, un peu plus de francs-maçons, et puis de plus en plus, et ça c'est un public qui est pour moi très important, de passionnés de patrimoine architectural, de patrimoine historique, de gens qui ont entendu parler justement du compagnonnage ou de la franc-maçonnerie, et qui ne sont pas nécessairement adeptes de la question, mais qui se rendent compte que justement j'aborde ça de manière extrêmement accessible, parce que là c'est pareil, j'évite les jargonnages quel qu'il soit. Tout le monde peut le lire. Euh,
là, je vois que justement les compagnons et le trait, j'ai eu un retour il y a peu de temps qui m'a fait extrêmement plaisir, qui est un retour justement d'un garçon de 17 ans qui ne sera pas compagnon, mais que la question de la géométrie, de l'histoire de la géométrie Mmh. intéressait et qui a manifestement tout compris et Mmh. qui a aujourd'hui une approche de l'histoire des sciences qui est justement là aussi une approche tout à fait saine, fondée sur la recherche Mmh. Mmh. documentaire. Très intéressant. Bah, Donc, justement, je voilà. rebondis sur ça. Hmm. Est-ce que tu as t'as des livres ou des ouvrages à nous conseiller justement sur l'histoire de la géométrie? Ah, pas vraiment, non, Non. parce que bon, la question me prend un petit peu au Bah, désolé, dépourvu. c'est un peu. Non, non, mais c'est normal, c'est le jeu de l'interview. Euh, euh, non, disons il y a un livre il y a deux livres qui, au niveau certains aspects de l'histoire de la Mmh. géométrie, m'ont beaucoup apporté. C'est d'une part donc la traduction en français du traité de géométrie d'Albrecht Dürer. Mmh. Donc Mmh. là où on voit bien justement quelles étaient les connaissances géométriques réelles d'un homme qui était à l'articulation du Moyen Âge et de la Renaissance, qui était à l'articulation du monde artisanal et du monde savant. Mmh. Donc ça, pour moi, c'est très riche. On retrouve un petit peu la même chose, mais moins sensible dans le traité qui s'intitule De la divine proportion donc Mmh. de Luca Pacioli, donc, le premier à parler de tout ce qui est suite de Fibonacci, donc le nombre d'or, etc. Mais donc également donc d'une manière plus récente, mais un ouvrage qui est difficile à trouver, qui est malheureusement en général très très cher. Euh, il y a un traité sur cette géométrie des tailleurs de pierre germaniques qui date du 19e siècle et qui est très intéressant, donc qui a été traduit en français à l'époque, mais qui est quasi introuvable. Mmh. J'ai mis plus de 10 ans Ah à oui. réunir et le volume de planche et le volume de Ah texte, oui. mais donc l'auteur était Friedrich Hofstadt, qui est un antiquaire au sens ancien du terme, c'est-à-dire Mmh. un historien archéologue allemand, et son livre, c'est les principes du style gothique. Mmh. Donc, où justement, il se fonde sur une documentation de parchemins anciens, de travaux qu'il a trouvés dans les loges de tailleurs de pierre encore existantes à son époque, où il montre justement toute l'inscription de cette géométrie dans la manière dont vont être tracés les plans d'édifices comme les cathédrales, dont vont être établit les profils gothiques, les rosaces, etc. Donc ça, c'est un bouquin qui est très intéressant, mais qui est difficile à trouver. J'avais envisagé à une époque de le rééditer et de refaire une traduction à partir de l'allemand, parce que la traduction française est extrêmement fautive, mais financièrement, ça Ouais. serait du suicide Oui, pur. j'imagine. J'imagine. Bon, bah, Jean-Michel, on va passer à la conclusion. Alors, pour Oui, conclure, quel message aimerais-tu que le lecteur garde une fois le livre fermé? Et si tu as une réflexion ou si tu as une découverte que tu as faite à travers ton travail qui t'a le plus marqué? la découverte qui m'a le plus marqué euh, reste justement c'est la dernière en quelque sorte, celle récente qui a juste quelques années de ces archives des compagnons étrangers tailleurs de pierre sur lesquels on délirait, il n'y a pas d'autre terme, depuis plus d'un siècle, en les imaginant protestants, en disant qu'ils avaient détruit leurs archives lorsqu'ils avaient disparu. D'autres, une certaine société compagnie prétendaient détenir ces archives alors qu'en fait ils ne détiennent pas grand-chose. Donc il y avait des quantités de fantasmes autour de ça et de découvrir, de pouvoir donc en deux temps, d'une part acquérir une partie de ces archives et puis ensuite l'autre partie qui avait été vendue sans que je sache aux archives départementales de l'Hérault, donc pouvoir les explorer, pouvoir compléter, faire symbole au sens propre, c'est-à-dire réunir les pièces d'un puzzle. Hein. Ça,
c'est vraiment quelque chose d'extrêmement important, d'extrêmement émouvant, parce que du même coup, on apprend plein de choses sur la vie quotidienne de ces anciens, et d'autre part, bah, ça vient complètement euh, pulvériser toutes ces idées qui encombrent l'esprit, qui encombrent encore une fois la recherche. Mm. Donc, le message que j'aimerais faire passer au travers ces petits livres, au travers de mes posts Facebook, c'est restons curieux. N'ayons jamais le sentiment de détenir la clé absolue du savoir. Moi, je fais partie de ces rares finalement chercheurs qui sont capables d'écrire, pas seulement de dire, mais de l'écrire, de laisser trace, de dire dans mes notes, eh bien là, il y a 20 ans, lorsque j'écrivais ceci ou cela, bon, c'était parce que je pensais que, mais je me suis trompé. Et- C'est quelque chose qui m'effraie depuis l'adolescence, de voir ces gens qui ont bâti toute une carrière, Mm. hein, et qui sont incapables de revenir en arrière et de dire, bon, ça, gardons-le, mais ça, je suis désolé, mais je me suis trompé. Je suis extrêmement attentif à cette responsabilité qu'a un auteur de faire attention à ce qu'il écrit, de faire attention à ce qu'il dit, de faire attention donc à ces traces qu'il laisse, parce que le bouquin que, qui aujourd'hui contient des erreurs, même si dans 10 ans, dans 20 ans, j'écris un nouvel article qui Mm. revient là-dessus, qui dit, bon, là, j'ai fait une erreur, eh bien, ce bouquin-là, il existe et il ne sera pas rectifié. Donc, celui qui le lira dans 20 ans, dans 25 ans ou dans un siècle, va considérer, parce que j'ai une apparence de sérieux, et j'espère quand même travailler sérieusement, eh bien, il va estimer que ça, c'est la vérité. Nous vivons toujours, même à l'ère des fake news qui deviennent ultra fréquentes, nous vivons quand même toujours dans cet imaginaire où, dès l'instant où ça a été imprimé dans un journal et a fortiori dans un livre, Mm. c'est vrai. Ouais. Alors, il faut pas douter de tout systématiquement, mais il faut cultiver le doute. Ça, je pense que c'est fondamental en philosophie, c'est fondamental dans la voie initiatique, quelle que soit la voie Mm. suivie. Bah, écoute, Jean-Michel, c'était vraiment passionnant. Je pense qu'on pourrait continuer encore quelques temps, mais On en refera une, ouais, ouais, on en refera plus un souvent. autre, ouais, C'était vraiment super intéressant. En tout cas, c'était une bonne introduction, mais je pense qu'il y aura beaucoup de j'espère. choses à développer sur l'histoire du compagnonnage et sur tous les thèmes qu'on a abordés. Mais L'histoire écoute, des compagnonnages. l'histoire Je des me permets compagnonnages, de c'est ça, corriger. exactement, au pluriel. Bah, écoute, Oui, un grand merci, et puis bah, je vous dis à très bientôt sur la Collegia. Voilà, merci à toi et puis merci, merci aux spectateurs de c'est tout ça. ça.